Salut à tous, c'est Jessim de Baseball Mastery. Aujourd'hui, on vous emmène à Sénart pour rencontrer un guerrier du baseball français. C'est Pierrick Lemestre. Il a été catcheur, lanceur, joueur de position. Ça a aussi été un super frappeur. Il a un max de choses à nous raconter, à nous apprendre sur sa carrière en club, en équipe de France et même à l'étranger. Donc accrochez-vous parce que c'est de la bombe. Pierrick, merci d'être rendu disponible. Salut Jessim, de C'est rien, un, avec plaisir. c'est un plaisir d'être là avec toi parce que bon, t'as pas mal croisé dans nos parcours, que ce soit Théo ou que ce soit moi aussi, et t'as laissé une grosse marque sur le baseball français. Donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont impatients de savoir ce que t'as fait. Le but c'est de vraiment savoir quels ont été tes débuts et comment toi t'as progressé dans le baseball français. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment t'as commencé, qu'est-ce qui a fait que t'as découvert le baseball et dans quelles conditions? J'ai commencé, comme je pense beaucoup de monde, j'ai un voisin à moi que je voyais partir tous les mercredis avec une tenue bizarre, un sac avec une batte qui dépassait. Et j'ai dit mais où est-ce qu'il va lui? Et j'étais lui poser la question et il me dit bah ouais je fais du baseball, ça te dit de venir. Et du coup, le mercredi d'après, j'ai pris la tenue que je pouvais faire, qui ressemblait un petit peu avec les mêmes couleurs, et puis je suis parti, et puis j'ai accroché tout de suite. Ok. Et à ce moment-là, t'avais quel âge? 10 ans, Ok. Et ça c'était à Thiès, c'est ça? à Thiers, ouais. À Ok. Thiers, un sacré club, et puis un club qui restera toujours ici, Ouais. parce que, euh, parce que plein de personnes avec qui je continue à évoluer, comme Fabien Morel, comme toute la famille Gogno, là où ma mère, ma soeur m'ont suivi du début jusqu'à l'année dernière. Donc Ouais. ça reste le club vraiment Le club de cœur, quoi. de cœur. Ouais. Ok. Donc là, tu commences à 10 ans, t'accroches tout de suite. Ça, c'est en quelle année? Oh la vache, là tu me poses une sacrée colle, mais ça devait être en... Tu m'as perdu là. Ouais, donc c'était. Attends, donc, si on fait le calcul, je sais pas, c'est dans les années fin 80, 90, c'est ça peut-être? Ouais, c'est autour des années Ouais, 90. Ouais. 90, donc peut-être pas forcément la télé, internet pour regarder des matchs. Toi, comment tu fais pour progresser, pour t'identifier? On n'avait pas tout ça, on n'avait pas tout ce qui est Facebook, MLB TV, etc. Nous, on était vachement sur le terrain et il fallait que tu puisses apprendre avec les personnes que tu croisais, en fait. Donc, nous, on a eu la chance, moi, Christophe, etc., de pouvoir avoir Fabien Morel qui a fait des équipes de France jeunes, Jamel qui était déjà parti un petit peu, mais qu'on croisait de temps en temps, qui venait nous voir, etc. Et donc, du coup, ça nous donnait des objectifs à atteindre en fait. Ok, Et ça donnait des modèles et c'est important, je pense, quand tu es jeune, de pouvoir essayer de t'identifier et de voir un petit peu plus loin ouais, et avoir quelque chose à suivre, c'est super intéressant en fait. ouais, Et dès que tu es un petit peu compétiteur dans ta tête, etc., et ben tu as envie d'aller suivre cet exemple et d'avancer en fait. ok. Ouais, donc toi, t'as commencé avec des gens qui avaient quand même déjà un bon niveau, qui avaient connu des choses, Jamel Ouais, Boutagra, Fabien Morel. ouais. Du coup, tu fais tes débuts à Thiers et après, t'as à peu près 17 ans, c'est ça? Tu rentres à l'INSEP. À 17 ans, je rentre à l'INSEP, ouais. Ok. Ça, comment ça s'est fait? Est-ce que, tu vois, à cette époque, tu disais, waouh, je veux continuer à fond le baseball? Est-ce que l'INSEP s'est présenté? Tu t'es dit, pourquoi pas? En fait, on savait que les seniors partaient de l'INSEP Ouais, et que c'était le pôle jeune qui allait rentrer. Et du coup, ils faisaient pas mal de détections pour pouvoir créer le groupe qui rentrerait en 99, le groupe jeune qui rentrerait en 99 sur l'INSEP. Et du coup, c'était un sacré objectif. Donc, les anciens qui partent, moi j'ai envie d'y aller en fait. J'ai ouais, envie de pouvoir faire partie de ce groupe qui va intégrer l'INSEP et progresser dans une structure qui est incroyable en fait. Tous les jeunes qui sont passés par l'INSEP, ils pourront le dire, ouais. c'est fou en fait. C'était comment de l'intérieur? Raconte-nous, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a... Tu pars de chez toi où tu as ton cocon familial, etc. Alors moi j'ai de la chance d'être de l'Île-de-France, donc l'INSEP c'est à Vincennes, je pouvais rentrer le week-end, mais c'est vrai que tout est fait pour toi et tu arrives dans une structure où nous on avait le bâtiment mineur, où tu as l'école, tu dors à l'étage au-dessus de ta classe, tout est fait pour que tu puisses progresser, performer dans ton sport en fait. Ok, Les profs sont à dispo pour toi, les entraîneurs sont à dispo pour
te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses atteindre tes objectifs et puis atteindre leurs objectifs aussi à eux en tant qu'entraîneur en fait. Ouais. Donc non, c'était génial. Et puis tu rencontres tous les autres sports qui sont à côté, qui évoluent de la même façon que toi en fait. Les judokas, les volleyeurs, les basketteurs, avec qui tu crées des affinités. Moi j'étais en même temps que Tony Parker en fait. Ok. Donc c'est fou quand tu vois la carrière qu'il a eue et où est-ce qu'il en est. Et tu lui dis bon, On est passé au on, même endroit, quoi. on était à 2 chambres l'un de l'autre. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais, en fait, tu passes d'un sport un peu loisir quand tu étais en club, où là c'est vraiment un niveau athlète, où bah, tu te dédies à ça, tu as une structure et j'imagine que les entraînements n'étaient pas les mêmes. Nous on a entendu parler d'une prépa physique qui était hyper dure à l'INSEP, tu as des souvenirs de ça toi? bah, le truc, c'est que tu passes de ton club où, même si tu es super volontaire et tu vas t'entraîner, moi je faisais les cadets, juniors, seniors, s'il fallait rester toute la journée, je restais toute la journée au terrain. Et, et du coup, là c'est vachement structuré, tu vois. Ouais, Donc c'est super intéressant là-dessus. Et puis il t'amène là, où tu veux aller en fait. d'accord. Et toi à ce moment-là, où est-ce que tu voulais aller, de quoi tu avais envie? Tu savais que tu voulais continuer avec le baseball? Moi, j'étais persuadé et j'avais la plus profonde envie, c'est d'aller au maximum, de rejoindre l'équipe de France senior et d'aller le plus loin possible. En fait, c'est pas, c'était dans ma tête dès que j'ai mis le pied dans ma chambre à l'INSEP, c'était ça en fait. C'était, bah, je veux limite prendre la place de Jamel, tu vois. Parce D'accord. qu'à l'époque, moi, je catchais en fait. Ok, t'étais catcheur. Et c'était ta seule position à ce moment-là ou À tu ce, bougeais un peu? à ce moment-là, je faisais que ça pratiquement. J'ai donné un coup de main un petit peu en infield, un petit peu en outfield. Alors, en infield, pas shortstop, deuxième base, c'était pas trop mon truc. En troisième base, ça allait, un petit peu en outfield, ça allait, mais j'aimais bien en plus. Mais après, il y a les qualités qui font que j'étais très à l'aise au catch. Et puis, je faisais ça depuis que j'étais tout petit en fait. Donc, D'accord. c'était la position que j'adorais en fait. Ok. Et donc à ce moment-là, à cette époque, tu faisais partie donc, de l'équipe fédérale quand tu étais à l'INSEP et en Ouais. même temps tu jouais aussi un petit peu avec Savini, c'est ça? Ouais. T'as échangé Quand avec eux? j'ai intégré l'INSEP, en fait, Savini est venu me voir et m'a dit, bah écoute, est-ce que ça te dit du coup d'intégrer cette équipe de première division avec nous, etc. Et c'est vrai que moi, à Thiers, je pouvais pas aller plus loin. En fait, l'équipe, même l'équipe senior, a été restée au niveau où elle était et montait pas de division. Et puis moi, si je voulais progresser, il fallait que je monte en fait. Il Ouais. fallait que je puisse aller autre part, qu'on me propose autre chose, que je me challenge avec d'autres personnes, etc. Donc j'ai accepté et Savini est resté le club le plus limite pas le plus important, mais celui qui a vraiment structuré mon niveau baseball Ouais. pur et dur en fait. J'y suis resté plus de 10 ans et j'oublierai jamais les années que j'ai fait à Savigny en fait. Ouais. C'est des rencontres quand je suis arrivé avec des joueurs comme Jamel, David, Samuel, etc. Ouais. Ou que tu regardais un petit peu avec des grands yeux parce que tu te dis, ah, ça y est, je joue avec eux, mais où est-ce que je vais aller en fait? Est-ce que je vais pouvoir être assez performant pour pouvoir jouer avec eux? Et là, tu te dis, bah vas-y, je me donne les moyens en fait. Ok. Ouais, t'as eu vraiment ces modèles que tu essayais d'atteindre qui t'impressionnaient un petit peu et tu t'es dit putain, je vais me déchirer pour aller Ouais, jusque-là. et puis à partir du moment où tu joues avec eux, eh ben, il faut jouer en fait. Et Faut être bon. ouais, faut être bon, mais c'est pas une pression en fait. C'est bah, donne le maximum et puis après, tu vois, si t'échoues, bah t'échoues, mais au moins tu te seras dit, je me suis donné les moyens de pouvoir arriver là où je voulais aller. Ouais, ouais. Et t'aurais bossé pour. J'aurais Bah, bossé d'ailleurs, pour. en termes de boulot, on en a quelques stats. Très tôt, ça a commencé à bien marcher pour toi. On a vu que pendant l'été 2002, donc là c'était juste à la fin de tes années à l'INSEP, Ouais, tu fais championnat du monde universitaire en Italie, c'est ça? ouais, Et on a vu que toi, à la fin du tournoi, tu finis avec 500 de moyenne au bâton. d'accord. Et t'es le seul frappeur qui finit avec plus de 300 de moyenne face à des mecs en fait qui sont devenus des futurs major leagueurs. Il y a des mecs comme Ricky Weeks, Aaron Hill ou Carlos Quentin qui ont été des All-Stars et qui à ce moment-là au bâton avaient quand même moins que toi. Donc Ouais, t'étais jeune, t'as des souvenirs de ce tournoi? je sais pas, c'est moyenne, c'est marrant, c'est des trucs que nous on regarde pas. Enfin, en tout cas, moi je regardais pas trop, tu vois. En fait, moi tu me mets sur le terrain et comme je t'ai dit, en fait,
je vais essayer de performer au maximum pour pouvoir aider l'équipe dans laquelle je suis à performer elle aussi. Et quand tu as de la réussite, ça te pousse dans le dos et te dire bah voilà, je peux le faire, je peux avancer et les autres peuvent le faire aussi. Ok. Donc non, je connaissais pas ces stats, c'est marrant. C'est flatteur en plus. C'est assez flatteur, ouais. Après, ils ont eu leur carrière, c'est vrai que le développement dans leur pays n'est pas le même que dans le nôtre. Et ça, à l'heure où il y a eu ces stats, c'était pas faisable en fait. Mais bon, c'est tant mieux, tant Ouais, mieux, je mais, suis content de le savoir. Ouais. mais bien positionné en tout cas. Et puis, donc après, là, ça c'était en 2002. En 2003, tu commences avec Savigny à temps plein. Pour le coup, tu quittes l'INSEP et tu joues qu'avec Savigny, c'est ça? Ouais. Et là, c'était un peu une génération dorée, donc il y avait Jamel, il y avait David Meurant, il y avait Samuel Meurant, il y avait Fabien Proust aussi. Ouais. Et vous avez eu de belles stats, enfin en tout cas de beaux titres, donc 3 fois champion de France, 2 fois champion du Challenge de France. Toi aussi, tu as eu des titres individuels. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette période à Savigny? Selon toi, qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe, on a fait une équipe gagnante? C'était un groupe qui était déjà créé, qui avait besoin peut-être d'un peu plus de jeunesse, etc. Donc ils sont venus nous chercher, il y en avait pas mal, hein. Il n'y avait pas que moi, il y avait Christophe Gognaud, il y avait les frères Rousseau, il y avait Marc Thévenoud. En fait, ils ont récupéré un groupe de jeunes qui s'entendaient super bien, Florian Perrichou, etc. Et qui ont aidé à maintenir ce groupe dans la même dynamique en fait. Et nous, on est arrivé, quand tu arrives dans un groupe qui a une dynamique gagnante, en fait, ça t'aide à avoir cette âne pour pouvoir continuer et maintenir aussi ce groupe. Parce qu'après, tu as d'autres joueurs qui sont arrivés les uns après les autres, Vincent, Romain, etc. Tout le monde est arrivé au fur et à mesure. Et on a créé ce groupe qui est resté des années et qui a performé pendant des années. Et ça reste mes potes de cœur aussi. Tu vois, Ouais, ouais. Ok, ouais, donc il y avait déjà un bon collectif. Ils ont ramené du sang neuf et ça vous a ouais, permis aussi de lancer un peu la locomotive et d'avoir ouais, gagné les titres, quoi. ouais, Ok. Euh, Bon, nous, on a pensé à un titre en fait en préparant cette interview. On s'est dit Pierrick Lemestre, c'est le guerrier du baseball français. On entend des histoires sur toi où on se dit parfois est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une BD? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Bon, sans vouloir trop te flatter, mais sur la saison 2005, on a vu que vous aviez fait donc la saison entière avec 3 lanceurs à Savigny. ouais, Et en demi-finale du championnat de France, il y a un match de 16 manches. Toi, t'en lances 12. c'est ça. Et Christophe Gognaud, il relève les 4 dernières manches. Enfin, qu'est-ce que c'est de lancer 12 manches en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Enfin, c'est Le dingue. corps il réfléchit pas trop, il exécute en fait. Après, je sais pas si c'est simplement l'envie de gagner et qui fait que tu dures. C'est peut-être pas le meilleur exemple qu'on peut donner aux jeunes. Ouais. C'est sûr que c'est pas le meilleur exemple. Après, quand tu es sur le terrain et que tu as envie d'aller au bout, et ben, tu vas au bout et tu donnes tout ce que tu peux. Et au bout d'un moment, c'est moi qui lui ai dit hein, à Christophe, je lui ai dit là, c'est 12 manches, ça suffit en fait. Je pouvais plus, mais T'as le bras qui pend. c'est même pas, oui, c'est le bras. Et puis tu as envie que ton équipe elle gagne. Et c'est pas de dire ah non, je reste jusqu'au bout et tout, je vais lancer les 16 manches. Et puis en fin de compte, te rends compte que tu as fait une manche de trop quoi. Ouais. Donc Ouais, donc tu vas en penser un déjà il y avait 4-5 manches en trop. Mais c'est un super souvenir en fait. Mais, Ouais. peut-être pas à donner comme exemple aux jeunes. Ouais. Bon, c'était une situation assez exceptionnelle. Mais- Vous aviez pas beaucoup de lanceurs. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, donc, toi, tu viens de nous dire qu'à l'INSEP, tu étais surtout catcheur, c'était ta position. À Ouais. Savigny, tu as commencé à pas mal lancer. C'est aussi à cette position que tu t'es illustré dans le baseball français. Comment il s'est fait ce changement en fait? Il s'est fait justement parce qu'on n'avait pas trop de lanceurs et au début j'ai lancé pour pouvoir filer un coup de main pour terminer les matchs et puis mine de rien j'avais un bon bras mine de rien avec une action de bras et une motion de lanceur qui n'était pas très académique c'est vrai. Ouais. Mais du coup je pense que ça surprenait les frappeurs d'avoir un catcheur avec un bon bras qui se met sur le monticule avec
Du coup, cette armée court et puis une vitesse assez importante. Ça surprenait et puis au fur et à mesure, je lançais une manche de plus, une manche de plus, une manche de plus. Et puis voilà, du coup, ils ont dit ah, c'est vrai qu'il s'en sort pas trop mal. On va essayer de l'utiliser aussi sur cette position-là. Ok. Ouais, t'as des bonnes capacités physiques, il manquait un peu de monde et toi, ça se C'était l'occasion de glisser par là en fait. Même Ouais. si j'adore catcher, etc. J'ai dit il faut que je puisse apporter à l'équipe ce dont elle a besoin. Là, elle a besoin de ça. Si moi je suis capable de le faire, je le ferai en fait. Ok. Et alors, ça, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, tu connais hyper bien la batterie. Quand tu es en tant que catcheur, c'est hyper stratégique. Tu choisis tes lancers, tes localisations. Quand tu es lanceur, tu as un peu plus peut-être besoin d'exécuter, tu vois. Toi, le fait d'être catcheur, d'être passé en tant que lanceur, quand tu étais sur la butte, est-ce que tu essayais de continuer à réfléchir comme un catcheur à fond ou tu arrivais à genre poser le cerveau et dire je fais confiance à mon catcheur et je lance? Non, et après, non, moi je me suis dit, je vais faire confiance complètement à mon catcheur. J'ai eu la chance d'avoir en équipe nationale, c'était Boris qui catchait, c'était le meilleur ou un des meilleurs que la France ait connu. En club, il y avait Jérôme Dussard, et il n'y avait personne qui catchait mieux que lui, sur moi en tout cas. Ok. J'adorais lancer sur lui. Donc je leur laissais, ils me connaissent en plus, ils me connaissent bien, donc je leur laissais, j'essayais de me dire, je lance. Je lance Je ceux qui lance. décident, ouais. Ouais, après, c'est vrai que de temps en temps, tu as des trucs que tu sens mieux des lancers, et tu te dis, ah bah non, j'ai pas trop envie de lancer ça et tout. Ouais, Mais à 90%, je les ai. ok. Bon, au-delà de ça, de cette saison 2005 où tu as lancé les 12 manches, toi, tu as eu deux grosses saisons en 2009 et 2010. Je crois que sur chaque saison, tu as lancé à peu près 13 matchs. Donc en fait, tu as lancé la moitié de la saison, quoi. Et en 2009, je crois que tu as fait 5 complete games et tu as un peu moins de 2 des rats. Donc, enfin, on marque pratiquement rien contre toi. Et en 2010, tu fais 3 complete games et un shutout. Alors ça arrive assez peu. Je sais pas si tu en as un souvenir, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu lances un shutout, tu vois? Est-ce que tu arrives en septième manche, tu te dis, oulala, il y a 0 points qui ont été marqués, il faut que je continue, je peux faire un record, enfin, genre, comment ça se passe? Un shutout, c'est pas que le lanceur qui le lance en fait. C'est que ok, toi, tu donnes toutes les possibilités à ton équipe de réussir, mais tu as aussi 8 autres gars derrière toi Qui font les qui jeux. se bagarrent pour faire les jeux, etc. Donc t'es pas tout seul en fait à faire cette performance et c'est là que c'est vraiment intéressant. Et quand tu arrives, comme tu dis, en septième manche, il n'y a pas que moi qui me pose la question, il y a les autres aussi qui se disent ah, putain, il y a 0 point, il faut qu'on continue et puis c'est une belle performance, tu vois. Et c'est là que le baseball est intéressant en fait, c'est que tu te bats pour la personne qui est à côté de toi, etc. En fait, Ouais. Ouais, donc oui, il y a toujours ce collectif. Bon, c'est jamais le lanceur tout seul, effectivement. c'est jamais le lanceur tout seul. Après, c'est vrai que bah, là-dessus, t'es la personne que tout le monde regarde en fait, et c'est toi qui crée la dynamique. Mais jamais prendre la victoire que pour soi, même si tu fais grandement partie de la chose en étant sur le monticule, Ouais. mais tu as toute l'équipe aussi qui se bat, et puis le shutout, il faut marquer des points aussi hein, dans l'autre Ouais, sens. ouais, tu m'étonnes. Ouais, sinon, il Donc n'y en a pas, il par n'y a pas de définition. shutout. Ouais, c'est ça qu'on a peut-être tendance parfois à oublier, c'est il y a vachement de performances individuelles dans le baseball, surtout quand tu es sur le monticule. Mais bon, enfin, tu fais quand même ça pour l'équipe et il y a une équipe derrière qui te soutient pour faire les jeux, quoi. Ouais, ouais, ça faut pas l'oublier en fait. À part tous ces titres de peut-être meilleur frappeur, où là bah, t'es tout seul, et c'est toi qui vas te bagarrer à chaque fois contre le lanceur. Mais tous ces titres de meilleur lanceur, le meilleur lanceur est derrière lui. Si la personne qui fait les jeux, ben, c'est pas le meilleur lanceur en fait. MVP, c'est un peu la même chose, tu vois. Ouais. Il faut donner aussi au baseball ce truc de. C'est un sport d'équipe en fait. Ouais. Même s'il y en a qui disent ouais, c'est un sport individuel dans un sport d'équipe, etc. C'est un peu bizarre, mais avant tout, ton groupe t'aide à avancer, ton groupe te mènera plus loin. Et
puis voilà, pas oublier. Ouais, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Alors, bon, il y a une légende dont on doit parler, dis-nous si c'est vrai ou pas. Il paraît que comme il y avait 2 matchs par jour, parfois tu catchais le premier match et tu lançais le deuxième. Ça m'est arrivé, oui. Ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Pareil, c'est que pareil, faut pas donner ça comme exemple, mais ça m'est arrivé. C'est pas la meilleure chose à faire, mais comme je t'ai dit, je donnerai tout pour pouvoir performer, aider mon équipe à performer. Donc là, à ce moment-là, quand on a dû faire ça, c'est qu'on avait un effectif qui n'était pas très complet par rapport aux différentes positions et que du coup, il fallait catcher ton meilleur lanceur étranger au premier match. Et puis, en lanceur français, on commençait à avoir du mal à avoir des lanceurs qui lancent la totalité du match. Donc, il fallait aller filer un coup de main, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc, bon, faut quand même réussir à le faire physiquement. T'as fait un match au catch, tu vas avoir les jambes déjà bien attaquées. Toi, de tes entraînements techniques sur le baseball, tu faisais du renfort physique, t'allais à la salle, comment tu bossais ça, toi? J'ai pas mal bossé en tant que catcheur. Et quand tu catches, en fait, je pense que tu es la personne la plus prête physiquement, en fait. Parce que Ok. la position t'impose une rigueur physique, en fait. D'accord. C'est important de le savoir, de te dire si t'es catcheur et que t'as pas de jambes, tu vas catcher la moitié du match et puis au bout d'un moment t'arrives plus à te lever pour lancer en deux, etc. Ouais. Après, j'avais une mécanique de lanceur qui était peu académique. Je lançais beaucoup avec mon bras, c'était pas terrible. Du coup, j'étais pas trop fatigué au niveau des jambes. Ça compensait, quoi. Voilà, c'était pas. Mais je fatiguais vite aussi. Ok. Je fatiguais vite parce que j'étais tout le temps de donner à fond et puis je faisais pas un lancer à moitié en fait. Ouais. Je pouvais me retrouver à me fatiguer peut-être un peu plus vite, mais du coup j'avais donné tout ce que je pouvais en fait. Ouais. À la fin du match, t'avais tout travaillé, quoi. Voilà. Ok. Et en tant que lanceur, t'étais quel genre de lanceur? Qu'est-ce que c'était ton point fort? Est-ce que c'est quel genre de lancer t'aimais bien faire? Est-ce qu'il y a des effets en particulier que t'appréciais? J'avais l'avantage par mon action de bras d'avoir une balle qui rentrait un petit peu vers l'intérieur, puis je lançais assez fort donc c'est un peu gênant. Et une bonne slider en fait. Ok. Donc du coup, mes balles, elles allaient dans les deux sens en fait. Ok. Elles allaient rarement tout droit au milieu, mais il y en a une qui rentrait vers l'intérieur, et puis la slider qui m'aidait à aller faire chercher Strikeout. le strikeout, etc. Donc, Ok. meilleur lancer, slider, strikeout, pitch, slider. Une cut aussi un petit peu. Ok. Pas mal de droite parce que je lançais fort à cette époque-là, donc je lançais aux alentours de 88-89. D'accord. Donc en France, En France, c'est bien, quoi. c'est bien en fait. Ok. Les gens sont avec une action de bras, comme je t'ai dit, qui est un peu bizarre, donc du coup ça surprenait. Ok. Tu l'as gardé toute ta carrière, ça, cette action de bras un peu bizarre? Je pense que je l'ai acquis quand je commençais à catcher et elle a jamais vraiment bougé parce que une fois que tu as acquis ça, moi j'ai commencé à vraiment lancer, j'avais plus de 20 ans. Ok. Donc une fois que c'est ancré à faire partir, c'est la C'est dans ton manière. ADN, quoi. Et puis la réussite, ça fait partie aussi de la réussite, je pense. Hein. Ouais. En plus d'être un bon lanceur, donc tu as été un bon frappeur de 2000 à 2013. Avec Savini, tu as un peu plus de 300 de moyenne. Donc déjà bravo, c'est des bonnes stats. J'imagine que peut-être que tu n'avais pas noté cette stat-là. Ouais, je savais que c'était des saisons qui m'avaient réussi. Après, les stats en soi, non, je les connaissais pas. Mais après, c'est comme tout, je frappe depuis que je suis tout petit. Donc, c'est pas parce que je m'étais mis à lancer et que j'avais complètement oublié cette façon de frapper, cette approche que tu peux avoir Ok. quand tu arrives à la frappe. Après, moi, j'étais un frappeur qui frappait tôt dans les comptes parce que en tant que catcheur, je savais que les lanceurs venaient souvent pour prendre des strikes au début. Des comptes, c'est important quand tu es lanceur d'être en avance. Ouais. Donc, moi, je me disais toujours que les lanceurs allaient venir tôt dans le compte avec des bons lancers à frapper en fait. Donc, je le savais et j'étais prêt dès le début en fait.
Ok. Alors ça a son avantage, ça a son inconvénient parce que quand tu frappes le premier ou le deuxième lancer que tu te fais éliminer, le lanceur lance pas beaucoup. Ouais. Il faut avoir des frappeurs comme moi dans ton équipe, mais il faut pas en avoir trop. D'accord. Ouais, sinon le lanceur il fait des manches à 3-4 Ou lancers. alors faut qu'il soit super efficace. Et t'étais plutôt un frappeur de contact, de puissance. Non, j'étais pas un frappeur de puissance en fait. J'essayais au maximum de bien contacter la balle. Ouais. Après la puissance, elle venait avec ton swing, avec le lanceur, etc. Ok. En France, des vrais frappeurs de puissance, il n'y en a pas beaucoup en fait. En tout cas, moi, j'en faisais pas partie. Ok. Ouais, donc plutôt concentré sur le contact Ouais. et attaquer tout dans le compte. Gap to gap. Gap to gap. Ok, c'est un bon conseil, ça, un bon conseil. Euh, je reprends les notes. Donc, après, donc tu as fait 10 grosses saisons, enfin 11 grosses saisons à Savigny. Et à un moment, tu as eu l'opportunité de partir au Japon. L'hiver, tu es parti avec l'équipe 2 des Hanshin Tigers. Ouais. Il y a Jamel qui avait fait ça dans le passé. Donc ça, j'imagine que ça a dû être une super expérience pour toi. Comment ça s'est présenté? Ouais, après, il y a pas que Jamel, il y a Samuel, Fabien Proust, les frères Morand qui ont été. Et puis à ce moment-là, ben, c'est du coup Jamel qui avait repris contact, enfin qui n'a jamais vraiment perdu contact avec Monsieur Yoshida, mais qui avait relancé un peu cette histoire de camp d'entraînement, de pouvoir envoyer des joueurs, etc. Et il m'a proposé à moi et à Mathieu Brel, de pouvoir partir. Alors là, c'était le truc où il fallait pas dire non en fait. Ouais, ouais. J'ai pas hésité une seconde et j'ai dit bah vas-y on fonce en fait, on y va. Et on va se confronter à ce niveau pro parce que là c'est vraiment tu rentres chez les pros et ça n'a rien à voir avec ce que tu peux vivre même au championnat d'Europe, etc. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Qu'est-ce qui t'a... T'arrives dans un autre monde, donc on avait chacun notre chambre d'hôtel, tout était fait, on avait un chauffeur de taxi qui venait nous chercher le matin pour nous amener au terrain, t'arrives au terrain, t'as tout qui est fait pour toi, t'as ton casier avec tes uniformes que tu mets, et le lendemain matin ils sont au même endroit tout propre alors qu'ils étaient euh, sales au possible le soir d'avant. Tout est cadré à la minute. Hein. Au Japon, ils sont allez, tac, tac, tac. L'entraînement, c'est ça, ça, ça. Et puis, c'est excessivement dur niveau physique. En Ah fait. ouais. C'est pas un mythe qu'on a pu raconter. C'est des acharnés de la répétition, du travail. Euh, ils travaillent très, très dur en fait. Ok. Tu passes ta journée à courir en tant que lanceur. Nous, on y a été en tant que lanceur. Tu cours, tu tires des pneus de tracteur. Enfin, Ah, ça, c'est pas une blague, tu tires des pneus de tracteur. C'est pas une blague. Hein, non, on est pôle to pôle avec des pneus accrochés derrière le dos. Mais après, quand tu termines, quand j'ai terminé ce camp et que je suis rentré en France, mais tu te rends compte que tu es vraiment plus fort en fait. D'accord. Tu es vraiment plus fort physiquement. On a appris une façon de voir aussi le baseball qu'on connaissait pas en fait sur cet aspect structurel, etc. Même à l'entraînement il y avait du public, Ok. c'est impressionnant nous quand on arrive de France où tu connais pas tout ça en fait, Ouais. donc très impressionnant. Et donc toi, tu t'es entraîné en tant que lanceur, t'as appris des choses particulières là-bas. Il y a eu des coachs qui t'ont permis de bosser ta motion, tes lancers peut-être. Quelques lancers mais surtout surtout la façon de travailler en fait sur leur investissement en tant que lanceur. Ils prennent vraiment leur rôle à 500% en fait. Ah ouais. C'est ton rôle est de pouvoir lancer tes releveurs, tes starters, tes closers. Tu as les différents types d'entraînement. euh, Ta façon de travailler est un petit peu différente à chacun, etc. Et du début à la fin, ils t'amènent pour performer. Les coachs sont là et sont tout le temps derrière toi. Que tu fasses ton bullpen, tu as 5 coachs derrière toi. Les catcheurs, généralement, c'est autant des coachs que les coachs en fait. Ok. Ils sont là, ils viennent te voir pendant le bullpen. Là, ça a été, là, ça va être, etc. Enfin, Ok. c'est vraiment important.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est des acharnés du travail, que tu es rentré plus fort physiquement. Parce que, donc toi, tu pourras nous le dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu une légende qui consiste à dire que Japon, États-Unis, c'est deux cultures différentes du baseball. Aux États-Unis ou en Amérique, ils sont un peu plus costauds, donc un peu plus de puissance. Et les Japonais, c'est plus tactique, plus des hits, parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins forts physiquement, mais Non, pas vraiment. non, je pense pas. Non. Après, c'est des visions et des façons d'aborder le sport d'une différente façon. En fait, ils abordent leur entraînement et la vision du baseball d'une différente façon, mais ils seront pas moins forts. Physiquement, ils donnent autant que les Américains, Ouais. si c'est pas plus. Euh, Après, la culture est différente et leur façon de jouer est différente. Il faut prendre des deux, je pense. Ouais. Faut pouvoir, si tu as envie de t'accomplir en tant que joueur, va chercher un petit peu partout ce qui peut t'apporter quelque chose. Et en fait, c'est là où tu grandis. Et du coup, les Japonais sont très très forts sur le volume de travail, sur l'intensité. Aux États-Unis, c'est la même chose, mais sous une autre forme de travail. Tu vas sur les camps d'entraînement aux États-Unis, c'est exactement la même chose qu'au Japon. En fait, Ouais. il y en a plein qui disent oh, non, etc. Mais je pense que c'est exactement pareil. En fait. Ouais, ça reste des pros, quoi. C'est le système professionnel et c'est leur boulot en fait. Ouais. C'est leur boulot de performer, d'être sur le terrain, de performer. En fait. Ouais, différence que quand t'es amateur et que t'as un taf d'autres trucs et qu'après le soir tu t'entraînes, quoi. Ouais, là c'est totalement différent. Ouais. Parce qu'au Japon, tu t'entraînais tous les jours, j'imagine. On s'entraînait tous les jours de 8h45 le matin à 18h le soir. Et puis le soir, tu rentres, Laurent, tu t'endors tu, dans le tu- sauna. tu rentres, tu manges, tu vas te coucher en fait. Ouais. Pour récupérer, pour pouvoir donner le max le lendemain. Quoi. Ok, donc ça c'est en 2012, enfin hiver 2012. Tu rentres en France, donc plus fort physiquement. Après en 2014, tu pars, tu quittes Savigny, ton équipe de cœur, et tu rejoins Sénart. Et là, du coup, c'est une belle épopée, puisque la première saison où tu arrives, vous faites un doublé championnat de France, Challenge de France. Tu finis MVP du Challenge de France en lançant un complete game en finale contre Montpellier. Donc ça, c'est une arrivée fracassante du coup à Sénart. Ouais, j'ai quitté Savigny et ça a vraiment été compliqué comme décision à prendre parce que c'était un peu, comme tu l'as dit, hein, le club de cœur, etc. Mais je pense aussi que ça a permis. On est trois à être partis. Hein. On est Florian, Romain et moi qui sommes partis. C'est vrai qu'on était un peu piliers et puis on est parti. Et je pense que ça a peut-être aussi aidé Savigny à se reconstruire et de pouvoir faire monter les jeunes. Ouais. Là, je vois en ce moment, c'est une équipe qui est très compétitive. Ils ont mis un peu de temps et du coup, les jeunes ont été obligés de jouer. Et du coup, maintenant, eh ben, c'est une équipe qui est ultra compétitive en championnat. Tom, il fait du bon boulot. Et puis nous, en tant que joueurs, moi, je venais d'avoir une petite fille. J'avais besoin de me concentrer que en tant que joueur Ouais. et pas autre chose à côté. C'est vrai que c'était une situation qui était un peu compliquée avec tout ce qui est mairie, etc. à Savigny. Je suis parti. euh, je regrette pas ce que j'ai fait. On fait une saison énorme, c'est vrai, avec Sénart en arrivant. Et ça aide dans la vision du départ, etc. Mais heureusement qu'on a fait une bonne saison. Ouais, bah ouais, clairement. Et C'est surtout que tu arrives dans l'équipe de Sénart, quand tu arrives, il y avait des joueurs qui avaient des joueurs cubains qui avaient un gros niveau, qui avaient joué à la WBC, qui avaient fait des JO, des championnats du monde. ça fait partie du choix aussi de départ. Je pars, mais par contre je pars dans une équipe qui part pour aller chercher des titres en fait. Et nous c'est ce qu'on voulait en fait. Ouais, On voulait être compétiteur euh, et aller chercher des titres. Et puis là, du coup, quand on te vend, bah, que tu as Rolando qui est là, tu as Ernesto, tu as tes potes qui te suivent et tu as un groupe qui va performer parce que tu sais qu'on va performer en fait. ouais, Tu sais pas si tu vas gagner ou perdre,
le championnat, mais tu sais que tu iras loin. D'accord. Ouais, t'as un Donc bon déjà, collectif. Ouais. déjà tu, tu vois et ça donne envie de jouer en fait. Ouais, t'arrives dans de bonnes conditions. Et puis t'as que ça à faire. T'as un terrain qui est génial, t'as que ça, t'arrives, tu joues, tu prends tes affaires, tu rigoles un petit peu, hop, tu rentres à la maison. Ouais, tu te rapproches autant que possible d'un rythme, d'un environnement en pro, quoi. T'as les bonnes infrastructures, t'as le temps. On va pas dire pro, mais c'est plus simple. Ouais. Amateur plus, quoi. Voilà. Ok. Il y a une performance dont on aimerait parler aussi. En 2015, vous faites la Coupe d'Europe des clubs avec Sénart et vous arrivez à battre le Draci Brno, l'équipe tchèque, qui en 30 ans, je crois, a gagné 23 fois le titre d'Extraliga, qui est vraiment une équipe hyper forte. C'est Lionel Cespedes qui pitch. Toi, tu étais DH et tu closes le match et tu remportes le save. Coupe d'Europe, vous êtes face à une grosse équipe. Toi, tu arrives sur le monticule. T'as une pression, tu penses à tout ça? Ouais, la pression, il faut l'avoir. Dans tous les cas, il faut que tu aies un minimum de pression et que cette pression elle t'aide à rentrer sur le monticule et pas t'anéantir, mais du coup te pousse. Léo, il a fait une performance exceptionnelle ce jour-là. Et moi, en tant que joueur, quand je rentre sur le monticule, je me dis, je peux pas gâcher le travail qui a été fait. Ouais. Donc, je vais donner le maximum. J'avais pas beaucoup à lancer, j'avais eu une manche et demie ou deux à lancer. Ça s'est bien passé, et puis on était assez dominant. Et puis, quand tu t'approches de la fin du match, les joueurs adverses, quand tu es derrière, ils essayent toujours de remonter, de pousser, etc. Et si toi, tu rentres dans ce jeu-là, c'est pas bon en fait. Donc l'avantage sur le monticule, c'est que ça fait un peu une bulle. D'accord. T'es un peu sur ta bulle. Et moi, quand je lançais, en fait, t'es sur le monticule, mais je fais pas attention à ce qui se passe autour. En fait, je vois le frappeur et le catcheur et c'est tout. Ok. Ouais, Donc, t'arrives à t'enfermer dans ton environnement ouais. et à faire que jouer. Ok. Bon, c'est une bonne première partie sur ta carrière en tant que joueur en club. Maintenant, on va vous parler d'une deuxième partie qui est ta carrière aussi en équipe de France.